Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 2 roues dans la tête. Aujourd'hui, je vous emmène rencontrer Pierrot. Pierrot travaille dans la plus ancienne concession Harley de France. Il s'agit de la concession Bory. Alors vous allez voir que c'est un personnage extrêmement sympathique et qui est une véritable encyclopédie du monde Harley. Au-delà de ça, il va nous faire découvrir leur musée et vous allez en prendre absolument plein les yeux. Et ça, c'est une fois que vous serez abonné. Salut Pierrot. Salut Cyril. Ça va? Bien, bienvenue chez nous. Merci. On est chez Harley-Davidson Bory, à Villiers-sur-Marne. C'est cela même. Donc une histoire un peu particulière parce que Bory est le premier importateur officiel Harley. Voilà, et par la même plus ancienne concession de France. On connaît un peu l'histoire Harley US, il y a eu une multitude de films, de séries qui ont existé qui retracent très bien l'histoire d'Harley, mais on connaît beaucoup moins Harley en Europe. Bizarrement, on va dire le premier concessionnaire hors États-Unis a été au Japon, entre 1910 et la Première Guerre mondiale, quoi. Et de là, ils n'ont jamais arrêté d'avoir une passion pour les Harley, au point qu'il y a une marque, c'est Ryu, bref, a existé au Japon avec l'accord de Harley qui leur a vendu les plans de leur moteur, de leur parti-cycle. Et donc les Japonais ont fabriqué, non pas des copies, mais des Harley sous un nom japonais. Et une chaîne de montage japonaise totale, complète, quoi. Et peut-être que derrière, Harley, mine de rien, a pris une claque et manqué peut-être, on va dire, un peu de trésor, et que, on va dire, vendre les plans, les brevets de ces machines-là et l'autorisation de les construire là-bas, leur a peut-être fait rentrer également, on va dire, un peu de monnaie. Là, la chose est certainement connue, c'est peut-être ça la raison, quoi. Et la chose devait continuer, ça devait, on va dire, donc après le latte, il devait passer, on va dire, au knuckle, mais avec un temps de décalage quand même par rapport à la production réelle que Harley avait de ses propres machines, où il gardait quand même un temps d'avance. Et la guerre est arrivée là-dessus, et ça s'est arrêté tout direct. Il faut aussi savoir, on va dire, que on connaît l'animosité Amérique, URSS de l'époque, l'actuelle Russie, mais Harley a fourni à l'armée russe, pendant la Seconde Guerre mondiale, des Harley. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a des Harley qui ont roulé officiellement avec l'étoile rouge. D'accord. Il y a eu plus de la moitié apparemment des 750 militaires connus du débarquement de Normandie et compagnie, qui étaient au départ envoyés en URSS. À quel moment il y a eu les premiers distributeurs Harley en Europe, Alors, en France? Le plus ancien concessionnaire européen, c'est War à Londres, en Angleterre, qui est toujours, on va dire, en activité. L'autre était en Allemagne et Bory dans les mêmes périodes, quoi. Mais le plus ancien, on va dire, en tant qu'Européen, c'est War en Angleterre. Pour la France, la distribution, c'est ça, quoi. C'était celui qui avait les moyens financiers et qui avait un peu de demande, qui avait entendu parler qu'il y avait les deux roues, ça se lançait beaucoup. Tiens, on va voir. Ils allaient à l'usine, ils avaient les moyens, ils achetaient 5, 10, 15, 20, 50 machines, et donc après, ils étaient distributeurs. Mais la distribution avait, on va dire, aussi un côté légal qui n'engendrait pas forcément d'avoir un réseau d'entretien derrière. On en vendait, mais après, débrouille-toi pour... Voilà, c'est-à-dire que si tu avais besoin, on va dire, d'un interlocuteur par rapport aux produits, à la qualité ou autre, eux, ils étaient que distributeurs. C'est là où, on va dire, Pierre Bory, œuvrant déjà sur de l'Harley, tout de suite à l'après-guerre, il a pu racheter, on va dire, des stocks militaires, et c'est de là où il a commencé, on va dire, à échanger et à dire, ok, je prends l'importation après la Seconde Guerre mondiale, tout de suite après, quoi, parce que l'officialisation de l'importation et donc de la concession, c'est 1946. La famille Bory, donc Pierre d'abord et après Michel, gravité, on va dire, dans le 12e. Apparemment, il a fait toute sa carrière en vendant des Harley. Son fils a récupéré le flambeau. Oui. Pierre lui a dit, écoute, je te vendrai la concession le jour où tu seras capable de faire une moto. Michel, dans son coin,
en loose day, a fait une machine qui a été homologuée pour la route, donc qui a une carte grise, et qui est une Michel Bory. Et Michel est d'ailleurs enregistré au registre du commerce en tant que constructeur de moto. C'est incroyable, c'est-à-dire que pour il en a fait qu'une. avoir la marque en son nom, c'est son père qui a lancé. Oui, mais voilà, mais c'est un challenge, je pense, qui existe dans pas mal de familles. Alors pas forcément, on va dire, avec une concession, mais l'homologuer, c'est à partir de rien et réussir à... Alors, honnêtement, est-ce que Pierre avait dit à son fils Michel, faut qu'elle soit homologuée pour que? Je pense pas. Ça n'a rien à voir avec une Harley. C'est un bloc moteur, un 3 cylindres DKW, voilà, 3 cylindres de temps qui vient d'un bloc d'une NSU, les voitures NSU, accouplé à une boîte Norton avec un cadre qu'il a dessiné et fait souder parce qu'il fallait, pour que ce soit homologué, qu'il y ait un certificat du soudeur avec ses diplômes, tout ce qu'il fallait. Dessus, il y a, alors pas de pièces Harley, mais des pièces Air Mackie. Le train avant donc est une Air Mackie, marque qui a appartenu à Harley Davidson dans les années 60, une marque italienne. Il a fabriqué cette moto-là sans vraiment utiliser de pièces officiellement Harley. Non, ça aurait été peut-être de la facilité, peut-être les coûts aussi, quoi. Il l'a vraiment fait, on va dire, en douce, cette machine. Suite à ça, donc, il est vrai que Michel, les années 80, était vraiment pas faste pour la marque. Je crois que c'est 81, il a vendu 3 Harley dans l'année. Et on va dire l'entretien à faire dessus, les gens les entretenaient aussi eux-mêmes, donc n'allaient pas forcément dans les ateliers. Donc Michel avait un autre métier à côté, qui était issu, on va dire, de la formation qu'il avait fait. Il était dans l'emballage. Et il a notamment fait la machine de l'emballage du Boursin. Dans ces années-là, c'est la pleine période AMF, donc la période où Harley avait été racheté par AMF, American Motor Foundry, qui est une grosse industrie qui existe toujours, qui était notamment les fabricants des bowling. Début des années 80, ça va pas fort pour Harley, et notamment pour la famille Bory. Mais il me semblerait que fin 80, la tendance s'inverse. Willie G, Jeff Bluestein, plusieurs, on va dire, personnes du bureau de direction Harley ont racheté, on va dire, les droits AMF, qui étaient en perte de vitesse parce qu'ils ont mal géré la partie construction des machines, donc vraiment avec des problèmes de fiabilité, qui sont connus, la période. Non, c'est ils ont trop voué, on va dire, au culte de la productivité, travailler avec des blocs moteurs en fonte, avec des pièces en fonte, et la fonte est un matériau qui a besoin de mûrir avant d'être travaillé, donc il ne laissait pas le temps à la pièce de mûrir, donc elle a travaillé dans le bloc moteur, donc d'un seul coup on se retrouvait avec des alaisages qui changeaient parce que la fonte avait changé de taille, et on se retrouvait rideaux bas-côtés ou des paniers percés d'huile, donc voilà une sale période pour Harley. Cette période négative de Harley, c'est peut-être aussi ce qui a pu entacher la réputation en termes de fiabilité. Ah oui, bien sûr. Forcément qui suit. Bien évidemment, et on va dire les modèles, on va dire, du débarquement, les modèles militaires et compagnie qui ont été faits pour être, on va dire, indestructibles, avec une fiabilité, on va dire, qui pour l'époque était vraiment au top, elle a été oubliée. C'est-à-dire que la vingtaine d'années où Harley, via AMF, a fait de la merde, mais je dirais à l'heure actuelle, ça reste encore dans l'imagerie, dans la blague ou autre. Et si on veut acheter une vieille Harley, vaut mieux acheter une Harley avant Non, parce qu'on va dire, maintenant, c'est tout à fait possible de fiabiliser ces machines-là. La fin d'AMF, du coup? La fin d'AMF, c'est 83, je crois, quand Harley a racheté. Et bizarrement, juste derrière, ils ont sorti les plans du nouveau bloc moteur, le bloc Evolution, qu'on connaît, qui est apparu donc en 84 et demi officiellement dans les Softail. Est-ce qu'ils avaient de quoi déjà le présenter quelques années avant, mais ils ont dit non, on ne va pas le fournir à AMF parce qu'ils vont peut-être nous faire de la merde et ça va relancer. Ou concours de circonstances, non, je pense qu'ils avaient déjà, on va dire, sous le coude ces plans de ce bloc moteur Evolution avec plus de fonte. Comment on explique cet engouement? Alors, une fiabilité vraiment améliorée, mais bon, auprès des consommateurs, comment ils en sont arrivés à acheter des Harley à partir de mi-80? Le côté américain a toujours fait rêver aussi beaucoup, on va dire.
c'est resté, on va dire aussi, dans l'esprit, mine de rien, on va dire des GI, avec les latés, les gros Dodge. Il y a quand même eu, on va dire, après-guerre, un engouement où des passionnés pour déjà les véhicules militaires américains, l'Amérique. La guerre, ça faisait un moment qu'elle était finie. On va attendre bien les années 80 pour retrouver cet engouement. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi les stars françaises? Bien sûr, les stars, les clubs, les premiers clubs datent bien, on va dire, d'avant-guerre déjà. Les plus connus, pas forcément sous un bon registre. Au départ, fait rêver, fait peur. Donc il y a ça, il y a voilà, le côté bad boy exactement. On ne peut pas passer à côté, on va dire, de Johnny Hallyday et de ce qu'il a fait pour la marque. Les frères Groucho dans Groucho Marx, où on les voit, on va dire, la scène du sidecar où il y en a un qui part à droite et l'autre à gauche. Et puis il y a le côté, oui, l'Amérique c'est grand, ça fait rêver. D'un point de vue motard, c'est peut-être aussi l'anti-japonaise de base. L'anticonformisme. Il y a ça. C'est se rencontrer, c'est parler, c'est discuter. C'est les concessions qui sont des lieux de vie et de rassemblement. C'est pas que de la vente de moto. Il n'y a pas que ça. Non, c'est... Alors, certes, oui, on n'est pas des philanthropes. Moi, l'Harley est une passion. Mais bien sûr, il faut en vivre. Donc, c'est très dur, on va dire, d'arriver à concilier les deux. Mais cette marque me le permet. Le côté vestimentaire, accessoire, date de très longtemps. Hein. Le premier catalogue de la marque, c'est les années 10. Hein. Ah oui, quand même. Oui. Alors, ce n'était pas leur produit à eux, mais ils faisaient la pub pour le contact qui leur avait dit « Ah, tiens, je fais des lunettes, j'ai des casquettes en cuir renforcées, si tu tombes, ça protège des cailloux, c'est bien. » Ils les mettaient, on va dire, dans leur catalogue d'accessoires. Le magazine. Ils avaient un magazine dédié à la marque, à leurs produits, qui est The Enthusiast, et qui date aussi de ces années-là. Le rapport de tout de suite créer des clubs, donc ce qu'on connaît maintenant, on va dire depuis 83 sous l'appellation HOG, Harley Owners Group, mais déjà avant. Donc c'était pas eux qui géraient les clubs, mais ils avaient déjà réfléchi au fait qu'il fallait arriver à les entretenir. Le HOG, c'est, on va dire, le club Harley mondial, qui est soi-disant un des plus grands clubs, dont nombre de clubs au monde. Le club officiel Harley. C'est le club officiel Harley. Vous achetez une Harley neuve, vous êtes inscrit au HOG déjà de base pendant 1 an. Même si on veut pas. Même si on ne veut pas. Après, on n'en tire rien, on n'en fait rien, mais on est inscrit dessus. Et après, rattaché à chaque concession qui le souhaite, on va avoir ce qu'on appelle, on va dire, un chapter, un chapitre en français, qui est un sous-groupe du HOG. Donc nous ici en l'occurrence on a le Paris Sud-Est Chapter France. Mais chapter du coup ça veut dire que c'est une concession. C'est rattaché à une concession. Forcément. Oui. Après il y a eu, on va dire, il y a des cas un peu particuliers où on a des free chapters, c'est-à-dire qu'il y avait un chapter existant, la concession a fermé pour X ou Y raison, mais ces gens-là ils ont encore, on va dire, une raison de se retrouver et d'aller rouler ensemble. Donc il y a quelques free chapters. Après, des clubs qui gravitent autour, on va dire, de l'Harley ou qui ont, on va dire, comme fil rouge, l'Harley, il y en a plein. Hein. Et pour en revenir du coup à l'évolution de Berry, à quel moment il n'y a plus assez d'espace à Paris pour Alors, se dire on déménage? 80, Michel avait repris un showroom avenue du Bel Air. C'est là où il y a eu déjà aussi la création de Harley Europe. Là, on a eu l'arrivée du bloc moteur Evolution. Sur les Big Twin, qui a suivi 1 an et demi après sur les Sportsters. Et donc les people, comme on en a parlé, le cinéma, le goût de liberté, cachons pas, les taux de crédit à zéro dans ces années-là qui ont aussi aidé, on va dire, à accéder à ça. Il y a eu effectivement un élan, et là, Picpus est devenu trop petit. Et donc Michel a décidé, on va dire, alors, chose très très dure, de franchir le périph'. Ils se sentent très parisiens. C'est pas ça, mais c'est faire déplacer les Parisiens. Ah oui, d'accord. Je ne me rends pas compte maintenant, mais les Parisiens à l'époque étaient ouverts aux deux roues. Étaient ouverts, oui, ouais. Non, mais c'est de déplacer, on va dire, les Parisiens, les moyens de transport pour aller récupérer le véhicule et passer le périph', c'était... même si, on va dire, les week-ends, les clients barrés avec les motos, mais on va dire faire l'entretien. Mais Michel a franchi le pas, donc on est venu à Ivry. L'ouverture a été en septembre 90. C'était un ancien atelier d'un marbrier qui avait un charme fou parce qu'on avait donc l'atelier, la rue, l'atelier tout petit,
la boutique dans le prolongement, le petit bout de bureau à Michel, la caisse, et là, on va dire le showroom avec les motos. Et au fond, on avait des petits pavillons, qui étaient des anciens pavillons d'habitation d'ouvriers, quoi, dans lesquels on avait le stockage de pièces. Et puis ça revenait sur le côté, où il y avait, on va dire, le bureau perso à Michel, le bureau qui était devenu, on va dire, la salle de rassemblement du chapter, où on a été dans les premiers chapters de France, si ce n'est le premier. Il y a une petite guéguerre là-dessus sur les dates de signature. Mais bon, on va dire dans les premiers, en 93. Là, il y avait une cuisine, et donc au milieu, en plus, on va dire un cèdre du Liban immense, magnifique. Donc ouais. Et on avait un terrain où on se rassemblait en dessous, quoi. Et on avait construit un bassin. D'ailleurs, le bassin, en le creusant, en fait, on était tombé sur une... pour l'anecdote, hein, mais c'est ennuyeux, mais je le suis. Sur ce qui servait, on va dire, à faire les formes des caveaux. Et donc, du coup, on avait un bassin classique pour mettre, on va dire, des poissons rouges qui faisaient 2 mètres carrés, quoi, mais qui descendaient à 2 mètres de fond. Il y avait des fois des clients qui revenaient avec le fils en disant « Ah, le poisson il est devenu trop gros pour l'aquarium, on peut le mettre avec les vôtres ». Donc, en fait, on avait plein de poissons rouges qui venaient des clients ou des poissons des enfants des clients qui étaient là, quoi. Donc c'était vraiment c'était un lieu qui était atypique. Et puis on va dire qu'il avait vécu, quoi, parce qu'on y est arrivé en 90, on est parti en 2009, donc il y a eu une vingtaine d'années, on va dire, où la boutique a évolué. Quand on est rentré dedans, au départ, c'était clinique, hein. On a été la première boutique modèle pour la France, donc à respecter le cahier des charges design que voulait Harley, avec une bande où on marchait qui était blanc-gris grisâtre, le côté où étaient posées les motos qui était noir, avec de quoi afficher des accessoires au mur sur un design bien particulier, quoi. Il y avait un code, c'est-à-dire que tant que le client était, on va dire, sur la bande blanche, à regarder les motos, on n'allait pas le voir. C'était ce que souhaitait Harley, hein. Il ne fallait pas aller le voir. Dès qu'il passait, on va dire, à marcher sur la partie noire, là, ça voulait dire qu'il était intéressé. Et là, on allait le voir pour lui demander laquelle on allait lui vendre. Mais au fur et à mesure des années, et après une patine, ça s'est transformé, on expose des pièces, on a des clients qui reviennent d'un voyage, qui vous ramènent un accessoire Harley qu'ils ont trouvé, fabriqué, on va dire, à tel endroit. Donc les clients ramenaient des choses. On avait une tête réduite de Gibaro. Un client avait ramené, on va dire, d'Amazonie. Donc tout ça avait donné de la vie. Ça devenait trop petit, effectivement, on va dire, à Picpus. Et puis, on va dire, Harley voulait aussi un côté représentatif de la marque. Et comme Michel était issu de la plus ancienne famille, de la plus ancienne concession, il fallait, on va dire, quand même tirer le tout vers le haut, quoi. Donc c'est là où Michel, on va dire, a investi dans les locaux d'Ivry, où on a œuvré jusqu'à... à un moment, on a tourné, on était 4 à l'atelier, donc on se marchait dessus, hein, dans 20 mètres carrés. Harley Europe, Harley France poussait un peu à Michel pour quitter, on va dire, Ivry et prendre quelque chose de plus grand, quoi, pour rentrer un peu plus dans les esprits de ce que Harley souhaite de ses concessions. Michel se sentait plus au niveau, on va dire, de l'âge. Derrière, il n'y avait plus personne de la famille pour prendre le relais. Donc, il a parlé à Harley France. Michel a reçu plusieurs propositions, concessionnaires du moment ou nouveaux, autres. Et puis, ça ne matchait pas spécialement. Et il avait entendu parler, oui, il avait même côtoyé, on va dire, un concessionnaire de l'Est de France, donc en l'occurrence Pascal Courtois. Ça a été signé, derrière le temps de trouver le terrain, et Michel a connu uniquement le terrain en photo, la concession sur plan, parce qu'il est décédé avant. Il n'a jamais vu la concession comme elle est faite. Bon. Pardon. En parlant d'émotion. Oui, c'est vrai que tu l'as côtoyé. Ah oui, j'ai bossé de 90 à 2006 avec Michel, quoi. Tout ça s'est construit, on va dire, avec des hommes et des femmes, avec une marque, autour d'une marque, mais aussi avec, on va dire, nos clients. Dans cette concession, il y a évidemment tous les nouveaux modèles 2025.
Et une partie aussi occasion, une partie préparation, réparation, vente aussi textile, j'ai envie de dire. Et puis on a cette mezzanine avec toute une partie de motos iconiques, légendaires d'Harley. Il y a beaucoup de modèles, hein, donc on va essayer de Il y a beaucoup de modèles. Ouais. De dire l'essentiel. Alors, déjà, ouais. là on est c'est dans pas un mot. Voilà, là on a le chop par excellence, grand fourche, ressort, grand guidon, en plus monté avec un bloc moteur knucklehead. Donc ouais, là on a le chop qui est, on va dire, un intemporel. Là on va dire, une machine un peu iconique. C'est le knucklehead qui est apparu en 36, qui s'est arrêté en 47, et celle-ci elle est de 46. Donc elle est à l'âge de la concession. À mon goût, un des plus beaux moteurs que Harley ait fait. Là, après, quelque chose de pas connu, un petit 125 Hummer, qui a été décliné en plusieurs cylindrées, qui s'est fait dans différentes configurations. C'est issu des plans des DKW allemands pris en prise de guerre. Les plans ont été pris aux Allemands. Ça a fini en Angleterre chez BSA, qui avait fait la série des Bantam, et qui a fini aussi chez Yamaha. Là, après, on a une autre génération de blocs moteurs, donc, qui est apparue après le Knucklehead, qui est le Panhead. Ouais. Donc là, sur une version Duo Glide pour double suspension hydraulique à l'avant et amortisseur à l'arrière. Ouais. Ça, c'est un early shovel au niveau du bloc moteur, donc qui a été fait 3 années. 66, 67, 68. On a un bas moteur comme le Panhead et un haut moteur qui est apparu après sur la génération du Shovelhead. Donc on a un peu un mix. Là en vert et blanc, le Shovel, donc la génération après, qui a perduré jusqu'à l'arrivée de l'évolution. Alors un modèle, on va dire, iconique, le Sportster, donc qui est la deuxième année du Sportster sous son appellation Sportster, avec le moteur tel qu'on le connaît, encore montant là. Ouais. Celle-ci, donc apparue la famille Sportster en 57, je vais y arriver, et qui est notamment connue, où on voit Elvis en train de poser sur ce modèle-là, celui de l'année d'avant. On a une version Scrambler d'origine, la même base, ouais. Le même moteur, ouais. Le même cadre, on voit les suspensions, mais habillées différemment. Ligne d'échappement haute de série, des roues un peu plus grandes, un peu plus fines, et en fait c'est un scrambler, donc c'est l'ancêtre du trail. Donc là, un sidecar 1918, vendu donc en 1920. Ça a été le même propriétaire, qui était un châtelain du 93, qui l'a eu jusqu'aux années 70, où en fait c'est un amateur de mécanique qui les a rachetés, qui était Roger Briou, fondateur notamment de la revue technique automobile, la revue technique moto également. Au décès de M. Briou, sa collection a été vendue. J'ai été missionné par Pascal pour me rendre à la vente aux enchères à Fontainebleau pour essayer de le racheter. Bon, je me suis un peu enflammé par rapport au budget qu'il m'avait, on va dire, octroyé. Mais voilà quoi, donc ça nous a permis, on va dire, d'acquérir ce produit-là. On a quelque chose de totalement atypique. Extraordinaire. Un scooter Harley. Un scooter Harley, tout à fait. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il a... Ah oui, laisse-moi deviner, c'est l'époque où ils ont racheté la marque italienne, non? Non, c'était... non, c'est indépendant de ça, mais en fait, c'était... Dans la période consécutive des petits modèles lightweight, les petites 125 avaient peut-être un peu tendance à s'essouffler. Eux, Harley s'est dit, tiens, c'est marrant ce produit-là, ça se vend, donc ils ont fait ça. Alors ça s'appelle un topper. Le modèle, c'est le topper. Il y a une série de films des années 70-80 qui s'appelait Hot Shot. Et comment s'appelle le héros de Hot Shot? Topper, ouais. Topper Harley. Après, voilà, un modèle intéressant, le 3 roues. Pour info, le premier soldat américain à rentrer sur le territoire allemand, sur Berlin ou autre, était en Harley. C'est années 30-40, où ils ont décliné, on va dire, en version qu'on appelle, on va dire, cervicar. Et ça servait aussi dans les ateliers de voitures. Avec une version qui était montée avec un heel-toé, on avait un bras à l'avant et un à l'arrière. Et en fait, les ateliers voiture, prenaient un cervicar, pas cher, maniable. Ils allaient chercher chez le client la voiture pour une panne ou un entretien. Donc ils l'accrochaient derrière le 3 roues, au sein, avec l'aide du bras qui était à l'arrière. Ils tractaient la voiture jusqu'à l'atelier. Et quand elle était réparée, révisée, ils faisaient l'inverse. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils faisaient l'essai, ils dépliaient le bras avant qu'ils accrochaient à la voiture
qui ramenait chez le client, entraînant derrière le 3 roues. Donc il suffisait d'une seule personne et pas un camion avec un haillon, un plateau pour la tracter dessus, une dépanneuse. Non, il faisait ça avec ça. Donc on voit quand même, on va dire, la qualité de traction et de puissance de nos moteurs, quoi. Donc ça, c'est, on va dire, la palette, une des palettes d'Harley de ce qu'ils ont fait. Et après, on a également, on va dire, tout ce qui est issu de la course. Donc ça, c'était un XR. Ça, c'est pas très vieux. C'est pas très vieux. Celui-ci s'est arrêté en 2010. L'intérêt, c'est une machine qui a été développée en Europe avec des ingénieurs et des intervenants européens, des pilotes. Une partie ici qui était très sympa. On était surtout un peu à la ramasse en termes de puissance moteur. Ah oui. Voilà. Donc là, on a, on va dire, sa grande sœur, qui est le XR1000. Ouais. En fait, c'est l'évolution du XR750. Il a la particularité d'avoir deux carbus avec l'admission à droite. Donc en fait, on a deux silencieux qui sortent à gauche. Alors que traditionnellement, on a le V avec un seul corps d'alimentation au milieu. Mais c'est issu de la course. C'est pour avoir un moteur qui prend ses tours. Ça marche pas mal. Hein. C'est un 1000 XR là, avec le double carbu, des culasses qui... c'est une mécanique qui ronronne pas mal, quoi. Donc peu d'exemplaires, quoi, mais que d'ailleurs Eric Buell a travaillé sur la transmission et notamment la courroie. Ouais. Quand il était chez Harley, essentiellement, les trains roulants. Et quand il en parlait, où il travaillait, il a monté sa marque, où il a fait des machines, et il utilisait pendant un temps les moteurs des XR. Là, on a un KRTT sur la base d'un bloc moteur lightweight, sur une version route, d'où l'appellation TT. C'est un KR de dirt track, où les gars ils roulent avec une chaussure de plomb à l'intérieur du virage, et pas de repose-pied, et c'est tout en glisse en rentrant la machine. Le VR1000, fait en 93-94, pour rouler en superbike, pour rentrer dans la catégorie superbike qui commençait de se créer, avec un bloc totalement particulier, 4 arbres à cam en tête, un V ouvert à 60, là avec carter magnésium et compagnie. C'est une machine qui, c'était pour lutter contre les Ducati. Elle a été faite à 53 exemplaires et il y en a un ici, quoi. Là, une moto que j'adore, qui est pour moi une des motos les plus iconiques, je trouve, d'Harley, celle-ci. On a le V-Rod ici de base. Il était vendu comme ça, dans cette finition-là. Ça, c'est la version 2002, le premier qui est sorti. Ouais. Et c'est, en l'occurrence, le premier qui est rentré en France, qui a fait énormément parler. Quand ils ont sorti le V-Rod, ben, en fait, ils ont tout cassé, quoi. On avait la course au cylindré, et là, déjà, ils nous sortent un 1130. Waouh, on redescend en cylindré. Et avec un look que de l'alu, anodisé, du chrome, et c'est passé crème. Ah, finalement. Et alors, du coup, la version qui est devant, qui est orange, qu'est-ce qui change avec celle-ci? Elle est bien radicale, celle-là. Elle est bien radicale. Alors déjà, c'était vendu comme ça, 2006, elle était au catalogue. C'est un dragster qui est livré pneu slick, et c'est livré avec un wheelie bar. On a un shifter à air pour passer les vitesses à la volée. La ligne d'échappement est courte comme ça, grosse comme ça. On a un shifter pour, on va dire, indiquer les moments où il faut jeter les rapports, la zone rouge. Et c'était donné de mémoire moins de 10 secondes ou 9 secondes et demie aux 400 mètres départ arrêté. Là, on avait donc le même moteur avec une cylindrée supérieure. On était sur un 1250 qui, on va dire, après a été décliné sur le reste de la gamme dans cette cylindrée-là. Donc le V-Rod a eu deux cylindrés. Un MX de cross, un 250, année 73. Chez Harley, on avait refait, on va dire, pour l'armée américaine, en ayant racheté une marque qui s'appelait Armstrong, qu'ils ont badgé à Harley, qui était un 500, où ils les ont fait en version kaki pour l'armée américaine. De même que là, on a un exemplaire aussi d'une Harley Davidson, mais qui en fait est une Cagiva. Voilà, la visite d'une partie de l'histoire de Bory, qui est, on va dire, également une bonne partie de l'histoire d'Harley en France, qui dure depuis un petit moment, qu'on espère encore faire durer. Voilà, quoi. Est-ce que là, du coup, avec les annonces de Trump sur l'importation, est-ce que vous en parlez? Est-ce que ça vous fait peur, du coup? Parce que vous êtes directement impliqué. Quid, on va dire, de l'avenir et de ces décisions, où déjà, on ne sait pas s'il va y en avoir, comment réagir. Harley, on va dire, parce que c'est le deuxième mandat de Trump et autres, on a quand même, on va dire, mangé au premier. D'où, on va dire, la délocalisation dans le montage d'une chaîne de production dans un pays asiatique, en Thaïlande, pour arriver à détourner ces taxes, parce que ce n'est pas les taxes de Trump,
c'est le retour des taxes de l'État, de l'Europe envers les taxes de Trump qui font que, quoi, c'est ce, voilà. Donc Harley a réussi à détourner via cette usine en Asie qui était donc pas... Peut-être que pas, quoi. Bon, voilà. Tout ce que je sais, c'est que je continuerai d'être là aussi longtemps qu'il faudra pour les clients qui pourront et croiront, on va dire, dans ce plaisir et auront encore envie de liberté, de se faire plaisir. Non, mais la passion est toujours là. Oui, la mienne, celle de mes collègues et de nos clients et l'envie de la partager et ce que je fais, on va dire, grâce à toi, Cyril, espérer, on va dire, pouvoir continuer de rêver de liberté de on en a besoin, c'est vrai. nos anciens ou autres, voilà, quoi, ça, je dirais le rêve. Ouais. Et le rêve est encore autorisé, quoi. Non, mais on n'est pas encore taxé là-dessus. Donc on peut rêver à des jours meilleurs et faire en sorte que, quoi. Voilà. Merci Pierrot de cette grande interview. Ouais. Elle a duré un peu plus longtemps qu'on le pensait l'un et l'autre. Merci à vous de nous avoir accueillis. De rien. Quant à nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Instagram. N'hésitez pas à commenter parce que je pense qu'il y a beaucoup de passionnés qui voudront commenter. Oui, bien sûr. Ouais. À le faire. Vous êtes les bienvenus ici. Également, voilà. Et puis à bientôt. Merci Pierrot. Au revoir Cyril, au revoir tout le monde.